Les régionales des SWC 2020 et les différents styles de jeu utilisés, c'est parti dans The Scroll. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de The Scroll. J'ai encore la chance d'être accompagné de Junpei. Comment est-ce que tu vas, mec? Ça va super, merci beaucoup. Et toi alors, comment vas-tu? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu là. Ah ouais, ça va nickel. Là on est prêt, on est tout à fait motivé pour du coup ce débrief des coupes régionales. Les tableaux des compétitions sont dévoilés et on connaît les listes des joueurs qualifiés. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va regarder du coup les tableaux, les quarts de finale qui ont été annoncés. On va voir les différents styles de jeu utilisés par les joueurs dans les différentes coupes pour voir s'il y a des différences ou des similarités. Et ensuite, on va du coup voir en fait quels joueurs ont performé de manière vraiment surprenante. Et donc, c'est parti pour les tableaux. Parlons un petit peu de cette coupe US puisque le tirage au sort du tableau a été fait. Le premier combat opposera Yves à Joseph qui était l'année dernière au championnat du monde. On aura Ken Boller, excellent aussi, qui sera contre J-Mac, l'influenceur, mais pas que, parce que s'il est là, c'est qu'il est très très bon également. Trocamu contre Tri, encore un superbe match, et Raigeki contre Popo Panda, les deux surprises on peut le dire, qui se retrouvent ensemble et qui sont d'un niveau stratosphérique. Chez vous, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a du level côté US cette année. C'est méga chaud en vrai parce que les gens sont peut-être pas forcément habitués de ces joueurs s'ils découvrent les SWC cette année, mais en tant qu'habitués, on voit du coup des gens qui étaient réguliers au SWC Coupe Amérique et on a aussi des noms qui étaient là aux coupes finales les années précédentes, donc très très solide. Et en plus de ça, aux US, on a deux playstyles qui ressortent le plus fréquemment. Le premier chez eux, un playstyle qui a pop aux US mais qui est un peu populaire un peu partout, il faut dire la vérité. Ce qu'on appelle en anglais le crowd control, on appelle ça CC. C'est en fait comment contrôler les ennemis et en fait les empêcher de jouer. Exemple avec du coup l'unité clé de ça c'est Hathor et on a de l'accompagner avec Ganymede très souvent pour en gros rafraîchir ses cooldowns et tuer au très long terme sans vraiment avoir besoin de monstres qui tapent très fort. Juste on va s'assurer que les monstres ne sortent jamais du slip, et ça suffit en fait de faire des dégâts par-ci par-là, parce qu'au fur et à mesure que le combat avance, les gens du coup perdent des PV, et les coups font du coup de plus en plus mal, tout simplement, et sans même avoir besoin d'une grosse source de dégâts, on arrive à tuer les ennemis juste avec nos supports en gros. Et donc ça, ce qu'on appelle du coup le crowd control vraiment intensif, ça marche bien quand on s'assure que ça sorte jamais du contrôle. Mais aux US, ils aiment bien aussi faire un autre type de gameplay et c'est de s'assurer de prendre le premier tour pour, comme tu l'as dit, rajouter du CC, donc le crowd control, pour contrôler la team. Donc le premier tour va être très très important. Le but, c'est vraiment d'avoir un leader skill de vitesse, donc Vanessa, Ciara, et derrière d'avoir un personnage qui va pouvoir contrôler la team ennemie et qui va pouvoir donner le ton finalement à ce combat. Donc là on peut le voir avec du coup Thompson contre Yves. On va avoir ce singe Light qui va jouer en premier, qui doit être extrêmement rapide, qui va pouvoir endormir toutes les cibles, les ralentir, faire perdre de la barre d'attaque. Et derrière, on avait même prévu une Gianna pour pouvoir contrôler tout ça. Donc on n'est pas sur un gameplay type Ganiator où ça va être très très lent et qu'au fur et à mesure, on va pouvoir gratter quelques PV. Là, on est vraiment sur, il faut que ce soit très rapide au niveau du contrôle et derrière, que petit à petit, on arrive à tomber les unités avec des attaques qui seront plutôt mono-cibles, par exemple des Daphnis, des bombes, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un playstyle qui est plus agressif où tout va se jouer sur le premier tour finalement chez eux. C'est un concours de vitesse, c'est celui du coup qui joue en premier, impose son style de jeu et une fois qu'on a imposé son style de jeu, même si quelqu'un finit par sortir du contrôle, la game est déjà décidée quoi. On passe à la suite avec la Coupe Asie. Donc alors petit rappel, la Coupe Asie-Pacifique c'était donc une fusion des préliminaires de la Corée, du Japon, d'Asie du Sud-Est et Australie et de TPE et Hong Kong. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs qui se réunissent du coup pour le tableau qu'on voit maintenant. En premier quart de finale, on a To Love contre Charmy. Ensuite, on a Tanaka Tsubasa contre Gaia. Shiki contre Skit. Donc là, très très dur, un Skit, on en parlera plus tard. Et Xere contre Mr. Chung. Donc ça fait une line-up qui est en fait très solide avec des playstyles très différents et des box en fait, des manières de jouer très riches. Donc ouais, c'est quand même des tableaux qui sont très très lourds et des joueurs qui viennent de différentes métas. Parce que les métas, du coup, vu qu'il y avait 4 coupes différentes, ça fait des styles de jeu différents.
Et donc, Junpei, est-ce que tu peux me parler par exemple là, du premier playstyle qu'il y a eu là-bas? En Asie, ils aiment bien ne pas laisser le choix à l'adversaire finalement, puisqu'on va proposer à la fois du contrôle très rapide et du burst mono-cible très rapide. On voit que là, eh bien, on a posé Yeonong qui avait été pré-banni, on a posé Hathor Ganymede, mais derrière, on a de la Barbara pour aller chercher un combat très très rapide. On a un Daphnis aussi qui est là pour burst très rapidement une unité ciblée. Donc en fait, le principe est simple. Soit on laisse finalement le contrôle et du coup on est à même de se faire contrôler, soit on laisse les unités qui burst et du coup eh bien, on risque de se faire avoir comme ça en se faisant tuer les unités avant même d'avoir joué. Donc c'est pareil, hein, ça c'est une méta qui est très difficile à contrer parce qu'il faut essayer de prendre le premier tour en face pour éviter tout ça, mais c'est une méta encore une fois très très compliquée qui est vachement présente en Asie. Et c'est pas tout ce qu'on a vu, je crois, en Asie, mon cher Shizu, puisqu'il y a un autre playstyle que tu adores particulièrement, je crois. Particulièrement au Japon, c'était ce qu'on appelle le cleave. Alors, ce qu'on appelle le cleave, c'est je veux tuer le maximum de monstres le plus rapidement possible. Et on avait du coup des parties qui étaient extrêmement rapides. Par exemple, on peut penser à Lucian qui va ignorer la défense en zone et qui peut à lui tout seul tuer toute la team. On a même eu un Molong Shimite avec Daphnis. Enfin, en gros, c'est je mets des monstres très rapides avec des sets de Rune Swift, du coup, et je tue des choses. Donc ça laisse vraiment pas le choix à l'adversaire, ça passe ou ça casse. Donc c'est pas sûr qu'on voit ça à toutes les sauces, mais quand même on peut peut-être en voir du coup à la Coupe Asie-Pacifique. Il nous reste ce qui nous touche le plus, l'Europe, on y va. Et oui, on va parler maintenant de l'Europe. 4 combats qui vont être décisifs pour la course au World. Shen contre Seishizo, 2 très gros clients, encore une fois en Europe, de excellents joueurs. On aura ensuite Knight contre Rosite, le deuxième français en lice, et Knight, la surprise. Suivi d'Obabo contre Vilipiti, Zerpolita contre Ismo. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu? Et puis surtout, que vas-tu nous présenter en termes de playstyle? C'est marrant parce que tu as parlé du coup de Knight qui a fait la surprise. Et c'est vrai que Knight a fait la surprise et il a utilisé un style de jeu qui était quand même pas mal présent du coup en Europe. On a aussi vu ça du coup quand même en Coupe Amérique. Mais c'est en gros, c'est des équipes à base du coup des chasseresses aux fauves, les Beast Raiders. Et en gros, dans la draft, on va essayer du coup d'en incorporer 2 voire 3. C'est des unités qui sont quand même très versatiles. Elles font beaucoup de choses. Elles font du coup du dégât, elles sont rapides, elles ont de la survivabilité, elles ont du strip, elles ont du break def. Elles font le café, le ménage, enfin en gros, voilà, elles font vraiment beaucoup de choses, ces Beast Raiders. Et en mettre du coup plusieurs dans l'équipe, on peut penser par exemple à Savannah, l'avant, si on la met dans une équipe de contrôle, ça marche bien. Si on prend du coup Barbara là-haut, dans une équipe un peu plus offensive pour tuer avec un Daphnis. Enfin, c'est des monstres qui du coup sont très riches, très puissants, très versatiles. Et donc dans la draft, si on en met plusieurs, eh bien on peut du coup avoir un avantage sur le côté en fait. On peut s'adapter à peu près tout ce qu'il y a en face. Et donc, c'est comme ça, par exemple, que Knight a fait la surprise. Il a aligné très souvent, du coup, sa Barbara et sa Savannah. Et c'est un schéma de jeu qui, du coup, fonctionnait bien. Mais est-ce que ça fonctionne bien sur des unités ultra tanky? Parce que c'est le deuxième playstyle qu'on a vu aussi lors de ces championnats d'Europe avec notamment Shen. Lui, il adore tout ce qui est extrêmement tanky. On va chercher énormément de PV pour éviter de tomber facilement sous les coups d'unités rapides ou des chasseresses qui peuvent faire des dégâts assez rapides mais pas énormissimes non plus. Et du coup, avec un petit peu de patience et beaucoup de tankiness ainsi que du soin, on va petit à petit grappiller les dommages de la team en face et arriver à mettre KO son adversaire. Donc là on voit un Shen contre Blue avec Artamiel très tanky, son Léo également, un Vigor qui est là pour soigner tout le monde, rajouter un petit peu de vitesse, un Okeanos qui va contrôler. Voilà, on est vraiment sur des teams qui ne vont pas tomber facilement et d'ailleurs que le cleave dont on a parlé juste avant ne va pas vraiment affecter. Et du coup c'est un playstyle qu'on a vu notamment en Europe mais aussi en Asie, mon cher Shizu. Et donc maintenant qu'on a parlé du coup des styles de jeu et des brackets, on peut peut-être maintenant faire un petit débrief de quels joueurs ont vraiment fait une performance incroyable. Et donc let's go! Et donc on va pouvoir parler des joueurs qui ont une performance assez incroyable. Et bien en vrai, autant commencer du coup par la coupe US. Dès le jour 1 en fait, c'était donc le winner bracket, c'était Raigeki
qui a gagné, alors que dans le tableau, il y avait quand même des très gros clients. Il y avait Tri, il y avait Thompson. Et il a quand même réussi du coup à gérer ce jour 1 des qualifications. Alors comment il jouait lui? Il jouait du coup ce qu'on avait présenté du coup les équipes très rapides, tu sais, avec Lead 33, Okeanos, du contrôle. Mais pas que, et c'est ça qui faisait sa force, c'est qu'il a pu s'adapter. Il a joué des équipes du coup rapides avec du Ganymede, même du Jiminy, du sort de cleave control, c'était assez intéressant. Mais aussi des équipes très tanky avec du coup du Molong accompagné d'un Oberon. Et donc, il a gagné même contre Tri. Ah, effectivement, Raigeki, on ne l'attendait pas à ce niveau et pourtant il s'est qualifié presque facilement, on aurait dit. Donc ouais, c'était assez fou. Dis-nous en plus sur la Coupe Asie. Un joueur qui s'est très démarqué, même s'il a fait quand même un winner bracket, il a perdu, il allait dans le loser bracket, c'était Skit. Mais bon, Skit, c'est plus un inconnu de personne. Je sais pas si tu as suivi le tournoi légende par exemple. Je l'ai suivi et le tournoi Special League, là où il avait encore une fois une avance extraordinaire. Il est excellent joueur. C'est le champion en titre de l'Arène World. Et il était loin devant tout le monde. Et il a gagné aussi du coup le tournoi légende, le tournoi où les 4 premiers du classement rentrent en compétition. Il est préparé et il est chaud quoi, il est méga chaud. Ah, ça va être certainement un adversaire redoutable, mais vraiment, à mon avis, s'il ne perd pas ses moyens pour la Coupe Asie et peut-être plus tard pour la Coupe World, vraiment, je pense que c'est l'un des favoris cette année, Skit, effectivement. Et nous, côté Europe, tu sais quoi, chez nous, moi, le joueur qui m'a le plus surpris, c'est Zerpolita. Parce que Zerpolita, on ne l'attendait pas à ce niveau. D'ailleurs, les joueurs qui étaient contre lui étaient même plutôt confiants en général. Et pourtant, il a réussi à surprendre beaucoup. Parce qu'il a sorti des unités qui étaient vraiment adaptées toujours à la composition en face. On aurait dit qu'il était un petit peu passif sur les drafts, mais au final, il arrive à s'imposer, notamment avec une Amelia très très forte, avec une Juno qui était présente aussi. On a vu du Tarnis, on a vu Diana, on a vu vraiment beaucoup de monstres qui sont finalement pas ces deux monstres phares que sont Ragdoll et Artamiel, qu'on n'a pas vu tant que ça lors des combats. Donc il a su jouer sans ces monstres-là et surprendre. Et je pense qu'il a vraiment toutes ses chances aussi lors de cette Coupe Europe parce qu'il a l'air très 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 préparé. Ce qu'on peut faire, c'est demander ce que pense un des participants et on va du coup interroger Rositz, qualifié à la Coupe d'Europe et champion d'Europe en titre, ce qu'il pense du coup des autres candidats. Alors pour moi, les joueurs qui ont été le plus menaçants dans la Coupe Amérique, ce serait Trocamu et Dream Joseph. Pour Dream Joseph, c'est que lui là, tu sens qu'il a beaucoup d'expérience. Il a commencé à faire les premiers SWC, il a remporté les 2017, je crois, Amérique. Donc tu vois vraiment qu'il a une bonne intelligence dans ses drafts et que tu vois, enfin, quand tu vois le match se dérouler, il y a une fluidité, tu sais où il veut amener l'adversaire et enfin, quand j'ai regardé ses matchs, après c'est vrai qu'il utilise beaucoup ses Beast Rider, mais je trouvais ça très plaisant à voir. Ça change de la méta à tort et tout ça, et je trouve que il a très bien réussi, il mérite sa qualification. Et Trocamu, lui il a beaucoup de monstres. Il a les Beast Rider, il a Diana. Je trouve qu'il s'est très bien défendu pour une première qualification et je trouvais que c'était, sans bavure, il a triomphé, il s'est qualifié. Pour moi, dans la Coupe Asie-Pacifique, il y a beaucoup de personnes menaçantes, dont Skit, qui a fini légende en saison normale et en Special League, là. Donc lui, il est vraiment solide, il utilise tout ce qui est fort, il arrive à bien jouer avec. Donc c'est pas par hasard qu'il arrive à être légende. Il y a Gaïa, lui, il a des très très grosses runes. Et après, il y a Xeré. Enfin, c'est un mec que je regarde souvent. Enfin, lui, il a beaucoup de light and dark, mais sur les dernières saisons, il a fait des très bons classements. Donc, je pense qu'il est solide. C'est peut-être c'est sa première qualification, mais je pense que lui doit avoir tous les outils aussi pour pouvoir se qualifier pour la phase suivante. Alors pour moi, 2 personnes qui ont bien performé durant les préliminaires Europe, je dirais déjà en premier, je pense qu'on est tous d'accord que Obabo, il a un peu survolé ses matchs, il a très bien drafté, il a eu quelques coups de chance, mais c'était du très solide, il a bien joué, c'était du propre de A à Z, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Et après, je dirais Zerpolita, il a fait quand même la surprise parce que s'était un peu éclipsé durant les saisons, on savait pas trop ce qu'il allait jouer
Il a réussi à battre ses Shizo avec des drafts un peu particulières qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et surtout la Joséphine. Et ouais, voilà, je pense que eux, ils ont très bien réussi durant les préliminaires. Merci beaucoup à Rosite de nous avoir fait son débrief de son opinion sur le sujet. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de The Scroll. Il y aura donc le 24 octobre la Coupe Amérique, le 1er novembre du coup la Coupe Asie-Pacifique et la Coupe Europe, celle qui nous touche le plus, ce sera donc le 7 novembre. Pour plus d'informations, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!